Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Campagne TV en direct du Salon de l'Agriculture pour une émission consacrée au Made in France dans l'agroalimentaire. Alors, crise économique ou crise de confiance, délocalisation et mondialisation, quelles réponses peuvent apporter aujourd'hui les filières agroalimentaires françaises? Les consommateurs sont à la recherche de nouveaux repères pour mieux vivre et mieux consommer aujourd'hui. Et face à leurs inquiétudes, justement, quelles réponses peuvent apporter les acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire? Et quelle stratégie de développement territorial pour faire aujourd'hui du Made in France un vrai moteur, une vraie compétitivité pour l'avenir? On en discute aujourd'hui en compagnie de nos 5 invités qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre ici, porte de Versailles. Et je vous demande d'accueillir Michel Boucli, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général adjoint de Sophie Protéol. Alors, en 2 mots, parlez-nous de ce groupe Sophie Protéol pour que nos téléspectateurs comprennent bien l'étendue de ce groupe. Alors, Sophie Protéol, c'est la filière française des huiles et protéines végétales. Elle exerce sa mission de créer de la valeur dans nos territoires, dans nos campagnes françaises, au travers de 2 métiers. Un métier de banque de développement qui soutient et accompagne des entreprises, et puis un métier de groupe industriel où là, on transforme directement des productions avec des marques prestigieuses d'huile comme le Sieur au Puget, les biocarburants, la chimie du végétal, mais aussi l'aliment du bétail, Sanders, et jusqu'aux œufs Matine. Donc un groupe industriel qui représente 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, emploie 8500 personnes et qui réalise 75% de son chiffre d'affaires en France, ce qui veut dire que pour un groupe de notre taille, c'est extrêmement singulier. Oui, la compétitivité de l'emploi non délocalisable, on en parlera bien évidemment parce que c'est aussi un des fers de lance de ce Made in France dans l'agroalimentaire. En face de vous, le chercheur sur notre plateau, c'est Gilles Tristram. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évidemment directeur général d'AgroParisTech, qui est une grosse école d'ingénieurs renommée dans le domaine de l'agronomie et de l'agroalimentaire. Oui, ingénieur, master, docteur aussi, formation tout au long de l'activité professionnelle dans les champs de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Et on verra avec vous justement que la structuration des filières qui est nécessaire pour cette compétitivité, eh bien mine de rien, elle est multifonctionnelle et multifacteur. Absolument. On reçoit en face de vous, là aussi, Maxime Vandoni. Bonjour, vous êtes Bonjour. Directeur général de Terrena. Alors là aussi, expliquez à nos téléspectateurs ce qu'est Terrena. Bonjour, donc Terrena est une coopérative qui est basée dans l'ouest de la France. C'est à peu près 12 000 salariés, 22 000 producteurs. On utilise aujourd'hui à peu près 2 millions d'hectares de surface utile agricole. 100% de nos activités sont pratiquement françaises, tant en culture, en production. Et c'est une coopérative qui est aussi bien dans la production végétale que animale. Oui, vous avez la double casquette. Tout à fait. Il nous fallait un représentant de la GMS, c'est-à-dire la grande distribution. On a le plaisir d'accueillir Guillaume Darras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Système U. Alors là aussi, une petite présentation de Système U. Système U, je compléterai, autant commerçant que distributeur, hein, ce sont nos racines depuis plus d'un siècle. C'est une coopérative et également, hein, élément un petit peu atypique au sein de la grande distribution. Ça regroupe à peu près 1500 commerçants indépendants qui exploitent des magasins de toute taille, depuis de petits magasins de proximité sous enseigne U Express qui font à peu près 300 mètres carrés, des Super U et des Hyper U qui sont nos plus grands formats. Et autre spécificité, nous sommes essentiellement français et opérant uniquement sur le territoire national. On verra avec vous l'importance là aussi des évolutions des comportements d'achat des consommateurs qui va là aussi influer sur toute l'organisation de ce Made in France. Et enfin, dernier invité, non des moindres, Stéphane Crène, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de projet innovation de la société GS1. Alors là, il nous faut un outil de décryptage. Alors si GS1 n'est pas très connu du grand public, finalement vous connaissez tous le produit d'appel, le produit phare de GS1 parce qu'il s'agit du code barre qu'on retrouve sur l'ensemble des produits de grande consommation à travers le monde. Donc GS1 c'est une organisation internationale à but non lucratif. On est présent dans 120 pays à travers le monde et notre métier à nous, qui est un métier un peu obscur, qui est celui de standardiser les interfaces de communication entre les entreprises, donc le monde du B2B, pour que finalement les entreprises d'une même filière, d'une même chaîne d'approvisionnement puissent dématérialiser leurs processus commerciaux, les commandes, les factures, puissent aussi mieux se synchroniser au plan logistique et puis évidemment œuvrer ensemble en matière de traçabilité des produits.
Alors on va rentrer évidemment directement dans le vif du sujet, mais avant, hein, je voulais vous préciser que si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur notre Twitter @CampagneTV, notre page Facebook Campagne TV ou notre site www.campagnetv.com. Alors on va s'intéresser justement aux repères nécessaires pour le consommateur pour mieux vivre et mieux consommer. Alors Guillaume Darras, on sait, et les chiffres sont tombés, il y a une baisse de la consommation dans tout commerce de détail. Le chiffre d'affaires a baissé de 2 ou 3%, je crois, l'année dernière. Donc pour faire face justement à cette baisse de consommation, comment faire du Made in France un moteur pour mieux consommer, puisque c'est quand même ça que le consommateur souhaite? Alors, dans ce que vous dites, il y a deux choses, hein, parce que vous dites baisse de la consommation, et tout de suite après, vous dites mieux consommer. Donc là, on touche tout de suite un premier paradoxe. On voit bien dans la situation économique actuelle que la croissance des volumes, tous les modèles économiques basés uniquement sur la croissance volumique vont commencer à toucher leurs limites. Et la question que nous nous posons, c'est est-ce que le Made in France, et qu'est-ce qu'on met derrière ce terme Made in France, est un moyen de remettre de la valeur dans la consommation à tous les sens du terme, lui donner du sens, parce que je consomme un produit dont je connais l'origine, la manière dont il est fabriqué, puis un petit peu de valeur également économique dans les filières agroalimentaires. Stéphane Crane, est-ce que ça, vous avez des outils pour pouvoir le mesurer? Vous voulez dire? Ce changement de comportement d'achat du consommateur? Alors nous, on n'est pas un spécialiste de la consommation en tant que tel. On est vraiment plutôt un organisme du monde du B2B. Ceci dit, on peut aisément accepter la thèse du débat, qui est celui effectivement d'une certaine crise de confiance du consommateur, hein. Une demande de consommation mieux-disante, et finalement tout ça amène à ce que l'exigence de transparence s'accroisse, et face à cela, il reste encore à inventer les solutions qui ne peuvent être que des solutions collectives, au moins en partie, pour apporter les éléments de communication jusqu'au consommateur. Si chacun le fait dans son coin, on risque d'arriver à une situation un peu de brouhaha, de surexposition des données vis-à-vis du consommateur. Gilles Tristram, est-ce que justement il faut partir du consommateur pour structurer ces filières? Alors forcément, parce que de toute façon c'est le consommateur qui achète, et donc il est un élément qui est toute la demande de la chaîne. Ceci étant, le consommateur ou les consommateurs, moi j'ai la conviction qu'il n'y en a pas un et qu'il y a des comportements d'achat extrêmement variés, et qu'on se trompe à essayer de vouloir tout ramener à un seul consommateur. Mais c'est certain que mieux comprendre la façon dont les achats sont raisonnés permet de mieux expliquer et permet peut-être de mieux justifier le Made in France par rapport à d'autres types d'origine de produits. Alors justement, Michel Boucli, pour Sofiproteol, vous citiez des marques que tout le monde connaît, mais c'est vrai, c'est toujours difficile, j'allais dire, de retrouver la traçabilité de produits qu'on a dans son quotidien. Alors comment, là aussi, ces exigences nouvelles du consommateur, vous les intégrez dans vos systèmes de procédés? Oui, écoutez, nous, c'est consubstantiel en fait à la création de Sofiproteol, parce que Sofiproteol a été créé par des agriculteurs, des producteurs d'oléagineux, qui voulaient assurer des débouchés et offrir aux consommateurs des offres différenciées. Et en fait, pendant longtemps, on s'est positionné comme une société comme les autres, et c'est relativement récent que la triple demande des consommateurs en matière de sécurité alimentaire, en matière de flux de transport, de ne pas avoir des approvisionnements trop lointains pour des préoccupations planète, je dirais, et puis de plus en plus des préoccupations liées à l'activité sur les territoires. Les consommateurs ont commencé à nous dire, au travers de nos marques comme Matine ou Le Sieur, mais pour nous, c'est important que ce soit produit en France. Or, Sofiproteol, créé par les producteurs français, depuis toujours, c'est sourcé en France. Ce qui nous manquait, c'était de savoir le dire, de savoir organiser cette traçabilité de façon à ce qu'elle nous distingue, à ce qu'elle distingue les offres de nos marques par rapport à d'autres sociétés qui n'ont pas la même philosophie que Sofiproteol. Maxime Bandoni, vous parliez tout à l'heure du Grand Ouest, hein, c'est un petit peu votre territoire. Là aussi, est-ce que ce développement de circuits de proximité au sens large, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien? Alors bien sûr, on y travaille énormément. La mission de Terena est basée sur deux axes. D'abord, effectivement, nos producteurs et le consommateur. Nos producteurs au travers ce qu'on appelle l'AEI, le socle technologique, c'est-à-dire l'agriculture écologiquement intensive. C'est produire sur place, produire mieux et effectivement produire mieux aussi en rendement par rapport à nos producteurs.
et une signature qui va vers le consommateur, qui est la nouvelle agriculture, qui nous permet effectivement, en réduisant les chaînes et les maillons, d'apporter une qualité, de veiller à cette qualité, à la réduction des maillons. Alors justement, là aussi vous parlez d'agroécologie. Alors il faut définir le concept de l'agroécologie. Je vais peut-être justement me retourner vers Gilles Tristram pour définir un petit peu ce qu'est l'agroécologie, puisque le téléspectateur ne le sait pas forcément. C'est une manière de repositionner l'agriculture par rapport à une agriculture dite intensive et organisée d'une certaine manière, dans un concept où elle interagit mieux avec l'environnement, où on s'autorise des croisements de cultures, des itinéraires technologiques différenciés, raisonnés, pour préserver tous les éléments, que ce soit la qualité des produits, la qualité des sols, la qualité de l'environnement social qui organise toute cette production. Mais ça veut dire qu'on peut garder la même productivité à l'hectare avec des techniques culturelles qui sont un peu différentes ou qui sont plus globales, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Moi, je vais vous dire que c'est l'enjeu, dans la mesure où les connaissances sont imparfaites pour pouvoir répondre pour tous les produits aujourd'hui à cette question-là. Mais c'est l'enjeu de faire ça. C'est pour ça qu'il y a des activités de recherche qui se structurent et qui s'organisent. C'est aussi un enjeu, alors là, je prends ma casquette d'école, de formation, dans la mesure où c'est pas parce qu'on sait le faire que ça diffuse forcément auprès de tous les acteurs qui vont le faire effectivement sur la filière du métier de technicien agricole jusqu'au métier d'ingénieur. Mais comment on peut le faire savoir? Je sais pas, Michel Boucli, dans vos produits, comment on peut faire savoir que justement, on a employé des techniques alternatives dans les produits que vous développez? Alors déjà, le lien au territoire, il peut bénéficier de labels, d'appellations contrôlées. Il y a un certain nombre de dispositifs qu'on a en France. Mais il y a aussi des initiatives qu'ont pris les marques. Je pense à Fleur de Colza, par exemple. Quand qui vous est achetez une huile que vous avez une huile Le Sieur qui a connu un très grand succès le jour où on a révélé au public qu'elle était produite par 1000 producteurs engagés sur des bases contractuelles avec des cahiers des charges sont consultables sur Internet, avec des variétés sélectionnées pour apporter au consommateur une richesse en huile. Et on s'est rendu compte que le consommateur était extrêmement réactif à partir du moment où il s'agissait d'une marque qui apportait cette caution. Mais on a également investi dans la structure Bleu Blanc Cœur, qui apporte un label qui peut aussi bien être utilisé sur des marques ou des structures de distribution. Donc il y a de plus en plus des initiatives qui visent à apporter une garantie aux consommateurs d'une bonne production et d'une production d'origine, je dirais, attestée par celui qui l'a mis en marché. Je crois, Guillaume Garas, que cette initiative Bleu Blanc Cœur, là aussi, vous faites de la promotion dans vos magasins? Alors, tout à fait. Nous, on a fait le choix de passer tous nos produits U, les œufs U, qui sont une très grosse vente, sous label Bleu Blanc Cœur, puisqu'il y avait une attente en termes santé et nutrition du consommateur. Donc, on a travaillé avec les filières. Il y a un petit surcoût, il est simple, il est de 1,5 centime par œuf, donc ça fait à peu près 2 € par an et par client. Mais on a fait ce choix volontaire et qui est très bien accueilli par nos clients. Est-ce que finalement tout l'enjeu de la traçabilité et de la réassurance du consommateur, Maxime Vendroni, il n'est pas plutôt dans la transformation ou dans l'industrie de première et de deuxième transformation? Il est d'abord à raccourcir les maillons de la chaîne pour avoir une plus grande transparence sur ce qui se passe effectivement, et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, ce qu'on fait avec la nouvelle agriculture. Il est aussi sur peut-être plus d'informations sur ce qui existe dans la composition des produits, et donc de pouvoir écrire, clémer sur les produits, effectivement, sans OGM, bien-être animal, des choses comme ça aujourd'hui, comme Bleu Blanc Cœur aussi, dans lequel on souscrit. Et ça passe par ces deux chaînes un peu de transparence et d'information au niveau du consommateur. Oui, on ne va pas se voiler la face quand même. Ces produits qui sont plus territorialisés, plus labellisés, ils ont un coût un peu plus important pour le consommateur. Alors justement, dans la compétitivité que vous avez au quotidien dans vos GMS, Guillaume Darras, est-ce que finalement, ce n'est pas un facteur limitant? Non, je pense pas. D'abord, il y a des choix d'enseigne. Je pense que là, il y a une question de volontarisme. Et la compétitivité, elle est nécessaire parce que le Made in France, il ne va pas s'adresser qu'aux consommateurs ou aux clients français. C'est aussi, et on emploie des vocables anglais, c'est bien qu'il doit aussi être un argument à l'exportation.
à l'exportation. Et c'est vrai qu'à aujourd'hui, on est plutôt dans une balance qui est plutôt positive sur les produits alimentaires français. Oui, mais je pense qu'on a une capacité à avoir une image de marque en agroalimentaire avec le label France, un peu comme nos collègues allemands l'ont pour l'automobile. Et je pense qu'on a des tas d'arguments à mettre en avant, dont la compétitivité qui est un incontournable. Oui, faire du Made in France un vrai moteur de la relance économique. Alors maintenant, on va s'intéresser à justement aux moyens d'y arriver. Et c'est vrai que Terena, Maxime Vandoni, vous êtes plutôt sur une stratégie territoriale, on l'a bien compris au début, oui, mais aussi collective, puisque vous êtes une coopérative. Alors tout à fait, on est une coopérative et cette démarche collective, elle réside aussi dans ce que vous avez évoqué avant et ce qu'a évoqué Guillaume Darras. C'est on a mis en place ce qu'on appelle des sentinelles de la terre. Alors là, il faut nous expliquer. Alors ces sentinelles de la terre, justement, dans le cadre de la démarche agriculture écologiquement intensive, ce sont des gens qui testent des solutions naturelles, le plus naturelles possible, pour améliorer effectivement cette performance et faire que les produits soient le plus simples possible pour le consommateur dans la chaîne après derrière. Donc c'est un travail purement territorial que l'on fait effectivement dans la région de l'ouest de la France et qui après débouche effectivement sur des essais, des tests, le travail qui est fait sur l'AEI et qui est échangé aussi pour améliorer en permanence les produits et derrière effectivement ce qu'on peut dire sur les produits aux consommateurs. Michel Boucli, la structuration de ces filières ne peut se faire que par zone géographique ? Je crois qu'il faut raisonner les choses de façon à rester compétitif en prix. C'est-à-dire que le Made in France, il faut qu'il soit accessible à tous. Nous sommes pour la qualité, nous sommes pour des progrès dans le domaine de l'innovation agricole et de façon à rendre accessible à l'ensemble des consommateurs. C'est-à-dire ne pas se spécialiser sur des marchés de haut de gamme et laisser, comme c'est le cas du poulet par exemple, les Allemands ou les Hollandais envahir nos rayons ou nos cantines. Donc il est très important d'avoir en permanence des organisations qui soient extrêmement productives, qui sans cesse cherchent à allier la traçabilité, la qualité et un coût qui soit raisonnable. Je dirais, s'il doit y avoir surcoût, parce qu'il y a un bénéfice consommateur, il faut que le surcoût soit en relation avec le gain du consommateur. Et c'est parfaitement possible dans les conditions françaises si on s'organise pour tonnes. Gilles Tristram, vous qui observez et qui aidez à la construction justement de ces filières avec vos étudiants et avec les recherches que vous faites chez AgroParisTech, est-ce que cette structuration territoriale est quelque chose qui vous paraît comme le seul moteur possible ? Alors, la réponse est compliquée parce qu'il faudrait définir le territoire. Donc je ne sais pas si on aurait exactement les mêmes définitions du territoire tous. Le Made in France, le premier point important, il a été souligné, mais je vais insister, c'est qu'on produit en France, on transforme en France et on construit le reste de la valeur ajoutée avant d'arriver à un consommateur qui n'est pas forcément français, ça a été dit, qui peut être un consommateur à l'international. Et vous avez souligné l'importance de la balance économique française et internationale de ce point de vue-là. Tout ne s'organise pas à la même échelle territoriale. On peut être amené à transformer dans une région qui n'est pas celle de la région de production. Il y a des logiques économiques derrière qui concourent à ce que Michel Boucli a souligné, c'est-à-dire que le coût derrière, en finale, pour le consommateur, va être un coût qui est optimisé et qui est compétitif avec d'autres filières. Est-ce que technologiquement on sait faire? Est-ce que scientifiquement on sait faire à toutes ces échelles-là? Oui. Voilà. Après, l'autre question, c'est... on y viendra peut-être tout à l'heure. C'est cette valorisation, elle existe aussi pas que par l'aliment. Elle existe dans la demande du consommateur de l'aliment, elle existe aussi de tout ce qu'on va faire des coproduits et de comment on va les valoriser aussi. Donc c'est une logique complète et ce n'est pas uniquement une logique liée à la filière de l'alimentation. Et c'est ça le progrès à faire demain. Et Maxime Vandoni, est-ce que finalement dans la structuration de ces filières, il n'y a pas aussi, j'allais dire, des résistances peut-être idéologiques ou politiques ? Parce que mettre autour de la table un producteur, un transformateur et un distributeur, est-ce que finalement c'est pas si évident que ça? Non, c'est pas évident, mais c'est possible. Preuve en est ce qu'on a fait avec Système U sur le porc récemment. Parlons-en, parce que c'est évidemment c'est un exemple concret de choses qui marchent. Alors c'est un projet de... Je ne sais pas si Guillaume va en parler. C'est un projet de 2 ans dans lequel on a travaillé sur la filière porc, d'avoir un produit qui soit labellisé NA, qui soit un produit avec des engagements forts,
qui soit aussi, et ça c'est ce qui est extrêmement nouveau, un produit qui soit co-brandé finalement Système U, Nouvelle Agriculture. Et c'est finalement un produit sur lequel il y a 3 intervenants. Il y a le producteur, le transformateur et le distributeur, sur lequel on a travaillé à livre ouvert, de façon intelligente, pour avoir quelque chose à la fin qui soit de qualité, qui réponde aux besoins du marché, mais qui soit accessible aux consommateurs. Parce que la qualité, il ne faut pas qu'elle soit inaccessible. Oui, mais la clé, ce que vous avez dit, c'est de façon intelligente. Quels sont les blocages sociologiques pour qu'on n'y arrive pas dans toutes les filières, Guillaume Darras? Je crois que tout d'abord, pour travailler ensemble, il faut qu'on apprenne à mieux se connaître, mais au vrai sens du terme, et de comprendre les métiers et les contraintes des métiers des gens avec qui on contractualise. Donc le point clé, c'est de sortir du court terme. C'est de sortir de la simple opportunité à l'achat et de se dire que la valeur, avec le client, avec les fournisseurs, on va la construire sur la durée. Et je crois que là, on a un point qui est très important dans le partenariat qu'on a noué avec Terrena. On s'est engagé pour une première période de 3 ans. Et qu'on s'est dit, on fera le bilan au bout de ces 3 ans. Et on sait bien qu'on aura des moments où peut-être on sera un peu secoué par la concurrence, peut-être qu'il y aura d'autres initiatives qui apparaîtront, mais il faut qu'on se donne du temps pour construire. Il faut qu'on réconcilie le temps du commerçant avec le temps de l'agriculteur et le temps du transformateur. Stéphane Crin, est-ce que justement pour améliorer ce lien nécessaire et cette connaissance de chacun des acteurs, la technologie et l'innovation que vous développez peut favoriser le lien? Absolument. Je pense que le point de départ, c'est effectivement de réunir des acteurs ensemble qui sont de bonne volonté pour avancer. Ensuite, il faut bien un moment... je pense que l'échelle filière est la bonne échelle pour penser de façon efficace la logique de développement durable. Le faire simplement à l'échelle d'une entreprise, on n'a pas forcément finalement les coudées suffisamment franches pour avancer et proposer, on va dire, un mode de consommation mieux disant. Mais il est certain qu'un système de traçabilité, c'est aussi une façon de décliner l'objectif, on va dire, collectif de toute une filière en objectif individuel et de faire en sorte que finalement on soit tous les uns les autres sous contrôle. C'est-à-dire qu'on s'assure que nos partenaires finalement sont bien au niveau là où on les attend et remplissent bien finalement leurs exigences qui leur sont propres. Donc un système de traçabilité, c'est aussi un gage de confiance et également dans le monde du B2B, finalement pour être certain qu'on s'appuie sur des partenaires fiables et qui font face aux exigences collectivement établies. Gilles Tristram, on a parlé de stratégie de filière, producteur, transformateur, consommateur, mais est-ce qu'il ne faut pas le raisonner un petit peu autrement aussi avec tous les produits, j'allais dire, qui existent à côté et qui peuvent servir à une économie circulaire sur le territoire? Oui, c'est un des grands enjeux face auxquels nous nous trouvons aujourd'hui. C'est ce que j'essayais d'introduire tout à l'heure. Ce qu'on appelle filière, ça a été bien défini et j'adhère complètement à cette notion de traçabilité, de transparence et de prendre le temps, parce que c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Et en même temps, aujourd'hui, ces filières, ce qui est produit par l'agriculture et qui permet de faire des aliments, va permettre aussi pour une partie de faire des matériaux, de faire des inputs qui rentreront dans l'industrie chimique, qui seront des concurrents d'une filière pétrole. Et donc tous ces éléments-là construisent un équilibre qui n'est pas acquis aujourd'hui pour l'ensemble des filières. Il y a des expérimentations qui se font, il y a des cas qui sont historiquement très très installés, très connus, qui ont permis par exemple de faire de l'indépendance énergétique sur certaines filières. Mais c'est certainement un des grands enjeux qu'on dépasse aussi la notion de filière. La valorisation des produits secondaires, Michel Boucli, c'est bien là aussi une de vos préoccupations? C'est même l'origine de la filière colza-diester. C'est-à-dire qu'au départ, les élevages français avaient besoin de protéines, puisqu'on importe des quantités très importantes de soja. Or, on a une plante, le colza, une autre, le tournesol, qui sont des plantes particulièrement adaptées pour faire des protéines en France. Le problème, c'est que ce sont des plantes qui ont un autre avantage, c'est qu'elles font de l'huile. Et la consommation d'huile, ce n'est pas quelque chose qui se développe. Et avec 500 000 hectares de colza, ça suffit pour approvisionner en huile tous les besoins de la France.
Et là, pour sortir de cette situation où on avait besoin du coproduit tourteau et on avait beaucoup d'huile, on a trouvé par l'innovation, et je pense que c'est un des maîtres mots, à mon avis, de la gestion compétitive d'une filière, par l'innovation, on s'est rendu compte chez Sophie Protéol, on a été les premiers sur la planète à utiliser de l'huile de colza traitée par une estérification en substitut du gazole. Et aujourd'hui, le Made in France, les gens ne le savent pas suffisamment, c'est que dans les moteurs diesel à la pompe, les pétroliers ne le disent pas, mais il y a 7% d'huile de colza estérifiée dans le gazole qui est vendu aux Français. C'est-à-dire que le pétrole vert français représente déjà, c'est une réalité, 7% de la production pétrolière en France. Et la conséquence, c'est qu'on a pu apporter le coproduit protéines aux élevages et qu'on a réduit de façon considérable les importations de soja pour se concentrer sur la protéine produite en France, puisque la graine de colza, elle est à la fois l'huile et la protéine. Et la valorisation du coproduit peut parfois vous amener à rendre compte que le produit principal n'était pas celui que vous croyez et mieux valoriser un coproduit à terme que vous le pensiez initialement. Alors justement, Gilles Tristram, le mot est lancé, hein, innovation. Est-ce que finalement l'innovation et la recherche, c'est pas le socle pivot justement de cette structuration et de la compétitivité de ces filières? Avec ma fonction, si je vous répondais non, j'aurais un problème. Donc, la réponse est oui, forcément. Sans oublier que le mot innovation, c'est la rencontre entre des idées et un marché. C'est-à-dire, il y a des innovations, des découvertes, il y en a énormément. Après, c'est un processus. Et je pense que la période actuelle est extrêmement riche parce que justement, on l'a dit, agroécologie ou agriculture écologiquement intensive, ce sont de nouvelles manières de s'interroger, qu'on couple mieux la transformation, que l'on essaye de faire les valorisations des coproduits et de montrer qu'on a un équilibre économique gagnant-gagnant. Et tout ça, c'est un contexte très positif pour se poser des questions en termes d'innovation. Donc c'est évident. Maintenant, il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas un fonds de recherche extrêmement élaboré, très structuré et qui permet d'alimenter tous ces processus en faisant l'aller-retour dans les deux sens avec les acteurs de terrain, dans les usines, au niveau du commerce, etc. et qui renvoie la demande. Parce que si on n'a pas la demande, on n'inventera pas derrière les questions d'innovation. Oui, il faut pouvoir avoir de l'argent pour investir dans la recherche et développement et il faut pouvoir avoir du temps. C'est quand même ça les deux Absolument. dire les deux mamelles, hein, on est au salon de l'agriculture, de cette transformation-là. Michel Bouclier, est-ce qu'on a une idée de ce que représente la recherche et développement chez vous en termes d'investissement? Alors, on participe à de très grands projets, comme par exemple les biocarburants de deuxième génération. Le projet qu'on a monté, ça va être un projet leader mondial, avec groupe pétrolier, avec des partenaires. Ça va faire 170 millions d'euros sur 5 ans. Le projet de la chimie du végétal, parce qu'on a réussi, je dirais, nous les agricoles, à apporter de l'énergie par le biocarburant, mais on arrivera demain à remplacer une partie de la pétrochimie par des produits issus de nos cultures. Et le projet PIVER représente 200 millions d'euros sur 10 ans. C'est un projet de valorisation des huiles végétales. Donc chaque année, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Avec la chance, pour nous, Sophie Protéol, d'être organisée en filière, c'est-à-dire d'avoir à la fois des métiers autour des protéines animales, végétales, de l'huile, des carburants, de la chimie, et faire travailler tous ces chercheurs ensemble, ça donne une fécondité extraordinaire, ça vous permet de faire de la transversalité. Et le métier d'investisseur financier en complément avec le fonds de capital risque Créagro pour développer l'innovation agricole qu'on vient de faire, ça met en musique vraiment beaucoup de savoir-faire qui nous permettent, pour des sommes très importantes, effectivement des dizaines de millions d'euros, mais de faire progresser l'agriculture française. Alors, est-ce que dans un groupe comme Terrena, Maxime Vandoni, justement, de telles sommes peuvent être investies pour structurer et développer les filières? Oui, on vient de créer un pôle, à peu près une centaine de personnes qu'on a rassemblées pour travailler sur l'innovation. Alors c'est vrai que le mot a été lâché par Michel Bouclier, mais c'est clé aussi pour nous. L'innovation, c'est dans les pratiques agricoles, c'est dans la production animale, c'est aussi à la fin dans l'agroalimentaire et dans les produits que le consommateur peut voir. Puis la difficulté aussi, au-delà des investissements qu'il peut y avoir dessus et du temps de développement, parce qu'il y a un temps qui est donné à ces innovations, c'est aussi la capacité à les vendre derrière, à faire savoir, à les faire connaître, à faire que le consommateur s'y intéresse et qu'il puisse y accéder au travers de la grande distribution et des autres chaînes. Alors justement, on va s'intéresser à l'innovation de Stéphane Crane, là aussi pour pouvoir faire connaître quels sont les outils que vous développez.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a beaucoup parlé de traçabilité sans trop la définir. Finalement, la traçabilité, c'est l'aptitude à retrouver l'historique, la composition, la localisation d'un produit donné. Et finalement, les systèmes de traçabilité, ils sont arrivés au début des années 2000 parce qu'il y avait une élévation du niveau de risque économique des crises sanitaires. Et en fait, on voit que ces systèmes-là, qui sont en place depuis, ils servent à gérer le risque sanitaire et donc finalement, ils sont utilisés lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a une déficience quelque part, pour essayer de circonscrire cette déficience et de retirer les produits du marché qui peuvent poser problème. Et en fait, on voit bien qu'avec l'exigence du consommateur de transparence, on va complètement renverser la donne. C'est-à-dire qu'on va faire de la traçabilité pour servir ce besoin des consommateurs. Donc on va complètement finalement ouvrir ces systèmes de traçabilité, évidemment les enrichir parce que il s'agira quand même d'apporter de la valeur aux consommateurs à travers ces données de traçabilité. Donc ça ne peut pas être de la traçabilité brute de fonderie, j'allais dire. Hein. Il faut penser ces éléments-là aussi sous forme marketing. Et donc croiser la traçabilité traditionnelle avec toutes les formes de valorisation du produit et notamment la preuve que le produit qui est servi apporte bien les qualités en termes de santé, en termes de respect de l'environnement, en termes d'élévation des conditions de travail des salariés, etc. Et donc c'est dans cette voie-là probablement qu'il faut aller et mettre son énergie en termes d'innovation. Alors l'innovation au niveau du consommateur et du marketing aussi, et de la recherche marketing, vous y travaillez, Guillaume Darras? Alors, je ne sais pas si le terme recherche appliqué au marketing a le même sens que celui qui vient d'être exprimé ici. Nous, le travail qu'on essaye de faire, c'est de comprendre les clés de décision du consommateur, du client et du citoyen, puisque dans la même personne, on va avoir ces trois dimensions et comment on peut lui apporter cette réponse. Et d'un point de vue tendanciel, ce qu'on distingue comme grandes inflexions, c'est l'écologie, une vraie attente en termes d'écologie, une opposition, je dirais, à la mondialisation, à la globalisation, donc savoir d'où vient le produit, la santé, le bien-être. Donc est-ce que ce produit va me respecter ma santé, celle de ma famille. Et puis il y a une dimension qu'il comprend aussi très bien, c'est l'emploi, puisque c'est sa première préoccupation aujourd'hui. Et là, le Made in France rejoint la notion de local et d'emploi. Et de non délocalisable, ça c'est clair. Gilles Tristram, on vient de voir un multi-facteur, évidemment, pour pouvoir modéliser. Alors justement, avec autant de facteurs, est-ce qu'on est capable, en recherche, de modéliser le modèle idéal? Non. Non. On sait modéliser des éléments de tout ça. Et ce n'est pas les mêmes modélisations qui vont permettre de traiter les questions de marketing qu'on vient de voir, les questions de production avec leur itinéraire technologique et puis les questions de transformation. Par contre, il y a de plus en plus d'outils de modélisation, on ne va pas les définir aujourd'hui, mais qui permettent de réconcilier tous ces éléments et d'aider à prendre des décisions. Si ce n'est des décisions certaines, en tout cas, de jouer des scénarios qui vont se poser la question, est-ce que telle évolution va être un facteur favorable sur la dimension écologique qui a été soulignée, ou sur une dimension économique, ou sur une dimension territoriale, voilà. Donc ça, oui, ça commence à exister. C'est-à-dire qu'on peut faire varier les paramètres et l'intensité de ces paramètres-là pour justement essayer d'adapter telle ou telle méthodologie. C'est un peu raccourci pour le présenter comme ça. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, cette direction-là, pour le réfléchir, elle est clairement identifiée, jusqu'à parfois les conséquences de très grandes échelles, de type variation climatique et choses comme ça. Oui, ça fait partie des sujets. Il faut garder la capacité de décision à partir de ces outils-là, en tout cas aujourd'hui, vu ce qu'ils savent faire à l'échelle humaine. Et la décision, elle reste humaine, de faire, de ne pas faire. Voilà, donc c'est plutôt des outils qui vont aider à décider que des outils qui sont là pour décider à notre place. Oui, mais enfin, vu le nombre de critères déjà qu'on a évoqués, et comme vous le disiez, on en a oublié certains, parce que l'aléa climatique et le réchauffement climatique en est un, on doit avoir une matrice qui doit être énorme quand même. Oui, tout ne se met pas sous forme de matrice, mais oui, c'est des problèmes qui sont avec des dimensions multiples
et pour lesquels en plus la situation d'aujourd'hui n'est probablement pas la même situation dans un an. Ça a été dit sur l'exemple du lien Terena et Système U. Un projet de 3 ans, ça peut être extrêmement long et la nature des décisions, des constructions à faire, des informations qui vont manquer ou qui ne vont pas manquer, elle peut changer dans le temps. Donc il faut aussi beaucoup de modestie sur ce qu'on est capable de dire et ce que l'on est capable de conclure à partir des outils, de l'information dont on dispose aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et pour adapter et tester les modèles, vous avez des relations avec l'ensemble des acteurs? Oui, oui. Bah là, en l'occurrence, il y a des liens qui existent effectivement entre l'ensemble des acteurs. Mais c'est essentiel de confronter à la réalité tout ce que les modèles ou les approches d'aide à la décision peuvent faire, oui. Michel Boucli, vous êtes en attente de cette recherche qui est publique ou vous avez vraiment internalisé votre recherche, vous, au sein de Soviproteol? Alors, sur la recherche publique, elle est extrêmement importante pour les agriculteurs, pour les industriels, etc. C'est l'INRA, c'est le CNRS. Mais si on parle plus spécifiquement de l'agro, puisqu'on a la chance d'avoir Gilles avec nous aujourd'hui, on a pris une initiative avec Système U et Terena de se regrouper dans une chaire donc universitaire avec une grande école d'ingénieurs pour travailler ensemble avec les outils de GS1 en complément à la façon d'offrir aux consommateurs une supply chain, donc un approvisionnement qui réponde à sa demande de durabilité. Parce qu'on constate qu'il y a des évolutions dans la demande du consommateur. On constate que nous, qui sommes organisés en filière, si on sait se mettre dans la même salle, se comprendre, parler de long terme, comme ça a été dit tout à l'heure, on va être capable d'innover ensemble. Et les professeurs de l'agro, je dirais les étudiants, les thésards, mènent des travaux de recherche qui peuvent être sociologiques. L'innovation, il ne faut pas la voir uniquement sur les produits. L'innovation, ça peut être des systèmes. Je vous disais, cette innovation incroyable de faire du carburant à partir de l'agriculture, c'est complètement disruptif, c'est-à-dire des choses vraiment qui changent. Il y a des modèles économiques qui peuvent être innovants. Et là, les gens de l'agro nous aident d'abord à nous rencontrer. Je crois qu'on a créé un club là, de quelques-uns très, très soudés pour essayer d'avancer, pour proposer aux consommateurs des nouvelles réponses ancrées dans le territoire français. Gilles Tristram, cette chaire, elle existe déjà, elle va exister, elle en est où? Ah oui, oui, elle existe. Ça fait 1 an et demi qu'elle fonctionne, qu'elle tourne. Elle génère ce qui a été dit. Je pense que le premier élément, c'est un dialogue qui permet de poser la question entre tout ce qui est l'approvisionnement en produits et tout ce qui est la demande consommateur. Elle permet de clarifier un certain nombre d'idées et de concepts. Ensuite, elle génère des travaux de recherche qui donnent lieu à des thèses, donc qui prennent leur temps. Une thèse, c'est 3 ans. Pour aller creuser un certain nombre de ces idées. Donc il y a une répartition de ces questions qui est sans doute arbitraire. Elle a été faite entre les partenaires, elle a été choisie à plusieurs. Et donc elle donne lieu derrière à des travaux de recherche, oui. Et elle vise à déboucher ces travaux dans les 3-4 années qui viennent. Pour différents types de filières? Oui, oui, bien sûr. Il y a des filières par lesquelles il faut commencer parce que voilà, les acteurs présents ici ont des intérêts sur quelques filières ensemble, qui peuvent être des filières volailles ou autres. Mais potentiellement, le travail de la recherche, c'est aussi de partir de questions de terrain et de se poser l'interrogation, quels sont les concepts qui ont un caractère de généricité et qu'on va voir s'appliquer à toutes les filières. Et on va décliner. Et peut-être que dans la déclinaison, on se rendra compte qu'une filière ne marche pas parce qu'elle est différente. Et donc on adaptera et on incrémentera les outils, les méthodes et les concepts. Voilà. Combien d'étudiants pour l'instant, à l'heure où on se parle? Aujourd'hui, il doit y avoir 3-4 doctorants équivalents, mais potentiellement, il y en a beaucoup plus, puisque des travaux d'étudiants AgroParisTech sont aussi consacrés à ça dans leur projet de fin d'études. Il y a des stages qui vont y être consacrés, et puis il y a tout un tas d'autres travaux qui, à un moment, vont venir se consolider avec ce qui se fait avec la chaire. Alors justement, Stéphane Crenne, vous, sur l'aspect de traçabilité, vous collaborez à ces travaux, mais est-ce qu'aussi vous vous en servez pour développer les outils de demain et que vous vendrez demain? C'est le but, de contribuer pour tous avancer dans nos métiers respectifs. La particularité par rapport à votre question, c'est que nous, on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit, on est à but non lucratif et donc on vit de la cotisation de nos adhérents. Donc on a assez peu de visée commerciale en fait. Ce qu'on cherche à faire, c'est évidemment œuvrer à la compétitivité des filières françaises, en l'occurrence. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais
Mais oui, en fait, l'innovation, elle est très, très présente dans la chaire. Nous, on la travaille aussi beaucoup dans le monde de la logistique. Pour vous donner un exemple, on a un programme de travail assez étoffé aujourd'hui sur un sujet qui s'appelle l'Internet physique. L'Internet physique, c'est en fait essayer de reproduire dans le monde de la logistique ce qui a permis finalement de s'échanger aujourd'hui des données aussi facilement. C'est-à-dire qu'on a été capable, dans le monde informatique, d'interconnecter les réseaux. Et on pense qu'on a aussi beaucoup de choses à apprendre à essayer de faire la même chose en matière de logistique. Et en fait, je reboucle par rapport au sujet d'aujourd'hui parce qu'on se rend compte que, vous savez, le transport de marchandises, quand on parle marchandises, en grande partie, il s'agit de marchandises notamment consommées quotidiennement de produits alimentaires, pardon. On a comme objectif au niveau européen de réduire ces émissions de CO2 du transport de ces marchandises d'un facteur 4. Comment on y arrive si chacun reste dans sa propre logique, dans sa propre chaîne logistique? On voit qu'il y a un certain nombre de limites à rester chacun chez soi et on voit qu'il y a une synergie incroyable à développer dès lors qu'on interconnecte des réseaux logistiques comme on a su le faire avec les réseaux informatiques. C'est intéressant ce que vous nous dites et en fait, il y a quand même un point commun entre vous et entre tous les acteurs justement qui participent à la chaire, c'est que vous êtes tous quand même issus, c'est pour ça que je vous l'ai fait préciser tout à l'heure Stéphane Crane, d'un outil collaboratif ou coopératif. Et c'est ça, alors est-ce que finalement, c'est pas, on revient à ma question du début, est-ce que c'est pas là aussi une condition de base, Michel Boucli? Oui, moi je pense que c'est pas par hasard. On ne s'est pas coopté sur cette base-là entre Terena, Système U ou GS1 et Sophie Protéol, mais on fait le constat, c'est intéressant à noter, que finalement l'ensemble de ces structures, et soit sous mode coopératif, soit pour Sophie Protéol, ont réinvesti la totalité de nos profits. Donc tout ce qu'on gagne est remis dans la filière, année après année. Et comme on a été créé par des producteurs agricoles, le souci c'est en permanence de créer de la valeur dans les territoires. Et on s'est rendu compte qu'on avait dans des métiers très différents, comme la distribution, vous connaissez bien le monde des coopératives agricoles, finalement des réflexes semblables. Et on s'est dit, bah, tiens, si on se mettait tous ensemble à regarder l'avenir ensemble, est-ce qu'on ne pourrait pas faire de l'innovation? Et je pense que notre fibre un petit peu humaniste, osons le mot, je pense à jouer pour beaucoup. Maxime Vandoni, je pense que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Michel Boucli, mais pour aller encore plus loin, est-ce que finalement, c'est pas, j'allais dire, l'agriculture et l'agroalimentaire au sens large qui ont ces valeurs-là? Alors oui, j'espère. Mais en tout cas, par rapport à ce qui a été fait là, il faut bien voir qu'il y a une envie de progresser, d'aller de l'avant. Il y a un côté pionnier, il y a un côté intelligent, mettre en commun les choses. Il y a une idée de faire évoluer effectivement la production, de faire évoluer la transformation. Et tout ça va dans le bon sens par rapport à ce qu'on disait au début, la traçabilité, la sécurité alimentaire, etc. Et d'oser des pistes, d'oser innover, d'oser proposer des choses un peu différentes, avec effectivement un respect qui est important pour nous, de la nature, de la production, de produire bien. Voilà. Et ça, de mettre ses forces en commun, de pouvoir travailler dans ce mode-là. Alors c'est vrai qu'il y a le mode collaboratif qui nous unit. C'est un point extrêmement positif dans lequel on souscrit. Gilles Tristram, les ambitions de cette chaire, est-ce que les premiers résultats, vous les avez estimés à une échéance donnée? Dans une chaire comme celle-là, on s'est donné un horizon de 5 ans. C'est court. C'est court pour la recherche. C'est long aussi. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a des changements qui peuvent intervenir dans ces périodes. Donc, dans les résultats, je pense qu'à partir de 3 ans, on commence à avoir des résultats. Il faut du temps pour bien gérer, bien faire fonctionner le système coopératif dont vous avez parlé. La définition me va bien. Il faut du temps pour avoir des premiers résultats. Il faut du temps aussi pour accepter que peut-être certaines des questions qu'on a posées au départ ne trouvent pas exactement les réponses qu'on attendait. Et donc on repose les questions. Donc c'est un mécanisme, c'est un engrenage qui s'entretient lui-même. Donc il faut effectivement un peu de temps. Mais il y a des résultats qui sortent dans la meilleure compréhension de comment poser ces questions. C'est déjà essentiel. Et on est bien sur une interrogation très compliquée entre ce qui est la production d'un côté, ce qui est la demande de l'autre. Et bien poser cette question-là, en soi, ce sera déjà un bon résultat, ne serait-ce qu'entre les acteurs de la chaire, mais bien au-delà, puisque nous, notre mission, au-delà d'une chaire, c'est d'enseigner, c'est de former les étudiants pour qu'ils comprennent tout ça et qu'ils soient aussi des mécanismes, eux,
de duplication, de déclinaison, d'adaptation de cet ensemble à d'autres situations qui vivront dans leur activité professionnelle. Guillaume Darras pour le groupe Système U. Là aussi, vous avez des objectifs assez clairs et assez chiffrés. Sur la chair, Ouais. je crois que le premier objectif, c'est il est plutôt qualitatif. C'est de rentrer dans une démarche de progrès et de co-construction avec des acteurs où précédemment on avait plutôt une culture d'opposition, hein, pour le dire, et puis parce qu'on est dans un monde de compétition, et ce qu'on fait là est tendanciel. Il faut avoir l'honnêteté aussi de dire que ça ne représente pas complètement la majorité des relations entre distributeurs et producteurs, mais cet outil, ce réceptacle qui est la chair, nous permet de le travailler dans un temps long. Et je pense qu'on mesure déjà les progrès et puis les sujets qu'on essaye de traiter. C'est quoi les déclencheurs chez le client de faire le choix, d'accepter, de mettre un petit peu plus de valeur? Comment je dépasse ce paradoxe du client qui, à la fois, est contre le travail des enfants et à la fois continue d'acheter des t-shirts à 2 euros. Donc, et ensuite, avoir des éléments de mesure objectifs pour effectivement qu'on sache avoir la sanction au bon sens du terme de ce que nous faisons. Pas que ce soit des sites internet un petit peu exotiques ou qui ont des approches très anecdotiques, qui vont livrer leur notation sur tel ou tel produit sans une démarche scientifique assise. Michel Boucli, les travaux de cette chaire ont pour but vraiment d'améliorer la compétitivité des filières. Est-ce qu'on a une idée, là aussi, à l'international de ce qui se fait? Est-ce qu'on est dans une même démarche ou est-ce que c'est une démarche assez franco-française? Alors, nous, on a eu la surprise de se rendre compte de ce qui est notre modèle territorial, c'est-à-dire des producteurs qui vont au marché au travers de Sophie Protéol, qui a ses marques, qui a son organisation. C'était quelque chose qui était extrêmement appétant pour d'autres pays. On est allé en Roumanie, on est maintenant au Maroc, on est au Sénégal, et on se rend compte qu'associer les producteurs de graines oléagineuses à leurs débouchés, c'est vraiment une plus-value importante pour le producteur. Mais c'est aussi intéressant pour le consommateur, où qu'il soit. Ce n'est pas uniquement une tendance française, c'est un mouvement mondial, je pense, c'est un mouvement qui vise à retrouver des racines. Et vous voyez, on a repris une société qui est le leader de l'huile au Maroc. Eh bien, on a organisé les travaux de cette société dans le sens de la production de graines de tournesol sur le territoire marocain. La production d'olives avec le lancement d'une marque Laura pour les consommateurs marocains, sourcée au Maroc, produite au Maroc, et ces initiatives rencontrent un très grand succès. Donc on voit qu'on est dans un phénomène mondial où chaque consommateur a un souci de sécurité alimentaire qui lui font penser qu'être sourcé près de chez lui, c'est un avantage. Et puis chaque consommateur, comme ça a été dit, est aussi un citoyen et se rend bien compte que s'il fait travailler les agriculteurs de sa région ou de son pays, eh bien c'est toute la filière et lui-même en tant que citoyen qui va être fier de ce travail-là. Donc je peux témoigner au moins en Roumanie ou au Maroc et même au Sénégal, on voit vraiment un appétit de ce modèle Sophie Protéol qui est très fort. Gilles Tristram, justement, la coopération internationale au niveau de la recherche sur cette thématique, c'est quelque chose qui est envisagé? C'est quelque chose qui existe déjà. Qui existe déjà. Les questions de recherche dont nous parlons aujourd'hui, elles existent dans d'autres pays, ça vient d'être illustré, mais elles se déclinent avec des réalités différentes pays par pays. Et puis avec des groupes et des entreprises qui sont positionnés à l'international uniquement aussi. Donc oui, c'est une recherche internationale. Après, elle se décline dans des disciplines et on va donc la trouver de manière positionnée différemment selon les pays dans chacune des disciplines concernées. Parce que là, ce dont on parle couvre un champ disciplinaire très vaste. Oui, ça veut dire qu'effectivement, là, on parle d'agronomes, on parle de climatologues, d'écologues. Oui, de transformation, de distribution et de toute la mathématique qu'il y a derrière, etc. Donc c'est un champ extrêmement vaste. Mais oui, la dimension internationale, elle existe. On ne peut pas penser que la question que nous nous posons sous l'intitulé Made in France est une question qui ne se pose qu'en France. Les autres pays se posent la même question. Nous, on part d'une situation qui n'a pas été rappelée. Je crois qu'on doit consommer 70% de ce qui est produit en France. Ça doit être ça le chiffre. Ce qui est une situation qui est remarquable. On n'a pas la même situation dans tous les pays aujourd'hui. Très bien.
Alors juste pour un petit détail pratique, je crois que vous signez aujourd'hui, j'allais dire, la chaire et vous avez mis tous les partenaires autour de la table, c'est bien ça Gilles? Oui, c'est ça, oui. Voilà, symboliquement, et, parce qu'on a déjà commencé le travail, donc on a déjà signé entre nous. Mais oui, absolument, oui. C'est un élément important pour un établissement comme AgroParisTech. Ça montre aussi le partenariat avec l'ensemble du monde socio-économique. Ici, quelques acteurs, mais c'est une dynamique vertueuse importante pour une grande école. Eh bien écoutez, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. On a essayé là aussi de donner les clés à nos téléspectateurs pour comprendre les enjeux de la compétitivité de demain. Et on sait en tout cas que vous êtes en mode collaboratif sur ces sujets-là et que la recherche, il y a là aussi une importance cruciale. Merci à tous. Vous pouvez là aussi continuer à poser vos questions sur notre site www.campagnetv.com, nos réseaux sociaux, notre page Facebook ou notre Twitter @campagnetv.com. On se retrouve très bientôt sur ce plateau, mais d'ici là, cultivez votre jardin.